Pourquoi cette fois-ci j'ai accroché, je sais pas, mais quand j'ai lu Deviennent des immortels, en parlant de ceux qui rentraient au temple de la renommée, ça m'a un peu... j'étais... Come on, là, des immortels. Est-ce que ça vient vraiment avec la vie éternelle, la statue? C'est rabat-joie. Non, mais c'est l'expression come on. consacrée. Ils sont maintenant des immortels. Ben, voyons. Si Carrie rentre pas au temple, là, sa légende ne survit pas. Ben, moins. Ben, Ouais. dans 100 ans. Dans 60 ans, les gens se souviendront. Alors, c'est justifié. L'immortalité, le thème de l'immortalité est... C'est pompeux. Un pompeux? On va y aller. Oui. Enfin, une admission. Là, je te dis pas que c'est complètement approprié, c'est pompeux, c'est un peu grandiloquent, mais on comprend l'idée derrière ça. C'est une espèce d'expression consacrée. On dit ça pas juste avec le temple de la renommée du hockey, les autres temples de la renommée. C'est ça. C'est un héritage de l'époque antique, là, le Panthéon, puis l'espèce de déification. C'est ça. C'est comme si tu entrais à la cour, là, la cour des déités. Canonisation. Oui, exact. C'est la canonisation sportive. Oui. Voilà, c'est bien. Tu vois, à 3, on y est arrivé. Ouais. C'est déjà mieux que immortel, je sais pas. Ça sonne plus... ancré dans la réalité. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Et c'est ce moment de l'année où est-ce qu'on fait notre campagne pour Martin, pour qu'il rentre, parce que c'est toi le front-runner. Ah, c'est vrai que... oui, c'est vrai, éventuellement. C'est son moment préféré. Je pense pas. Je penserais Il adore ça. Parce que là, on en a pas beaucoup là, qui côtoient le beat, disons, et pour qui les portes se sont ouvertes. Il y a Marc Defoy. Il faut que tu sois plus corporate. Il faut que tu sois plus... Il y a un petit peu de ça. Tu lances trop de pavés dans la mare. Faut pas que tu sois trop François Gagnon est entré, puis quand même, il n'a jamais mâché ses mots. L'année dernière. Oui, c'est en novembre dernier. Et puis, c'est ça. Donc, il y a Marc, il y a François. Régent... Mais toi? Non, Régent... Régent n'y est pas? Non. OK. Toi, tu serais bon. Tu serais bon au temple. Hein? Il serait bon au temple. Oui. Il y a une face de buste. Il n'y a pas de Jules Fournier au temple, c'est ça? Non! C'est vrai que j'ai une face de buste. D'ailleurs, à l'entrée de ma villa en Toscane, il y a un buste de moi-même. Quand vous pénétrez là, sur la propriété... La Villa Gascona. La Villa Gascona, il y a mon buste qui vous accueille. Ouais. Okay. C'est bon, faut s'arrêter là parce que ça va dégénérer. OK. Aujourd'hui, Carrie. Gros début de semaine pour la famille Tkachuk. Et en route vers le repêchage. C'est tellement OK, épisode 528. Journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Allô, Alex? Bonjour, messieurs. Bonjour, Alexandre. Content de vous retrouver. Le vacancier. Le vacancier. Non, mais... Légère pause. C'est ça. Bien mérité. Mazan. Bien mérité. Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Allô, Martin? Messieurs, bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupable. Alors, à sa deuxième, ça aussi, c'est dans le folklore du temple de la renommée. À combien de tentatives en est-il? Depuis combien de temps est-il éligible à l'immortalité? Premier ballot, deuxième ballot, comme on dit en anglais. En anglais. Ouais. Alors, à son deuxième ballot, Carrie qui entre au temple. Vite, là, peut-être que chez Weber, c'était pareil aussi, là, mais est-ce que c'était pareil? Première année Weber. Okay. Weber. Mais tu sais, pour un joueur, mettons, repêché par le Canadien, qui est vraiment identifié à 100% au Canadien, ça fait longtemps que un gars n'est pas rentré aussi vite, non? Oui. Oui, ça fait longtemps. Bon. Parce que le dernier, c'est Guy Carbonneau, de mémoire. Ah oui? Et lui, il a attendu. Lui, il n'était pas plus joué à ballot. Il y a eu beaucoup de ballots. Les ballots se sont succédés. Alors, de mémoire. Mais je te dis ça de mémoire. Là. Puis est-ce que Patrick Roy. Mais ça a été partagé, sa carrière. Oui, mais c'est quand même, je pense, identifié plus... Roy, j'imagine, première année. Là. Probablement. Ben là, sinon, annuler ça, le temple, là, ça marche pas. Là. Il y a beaucoup de gens dans ce temple-là, quand même. Oui. On le dit à chaque année, là, mais il semble qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de renommées.
Oui, surtout de la renommée. Mais j'allais dire, est-ce que ça illustre, est-ce que c'est une bonne illustration de l'importance qu'il a eu avec le Canadien, ce Canadien moderne? Ça va faire débat. Je regarde un petit peu les commentaires sur les textes, puis il y a des gens qui sont complètement en faveur, puis d'autres, fiche de 1 victoire, 4 défaites en finale de la Coupe Stanley, ouvrez les portes à n'importe qui, etc. Donc, je pense qu'il va... C'est ridicule. Cet argument-là est ridicule. Oui, c'est parce que visiblement, ils ne comprennent pas. Non, je suis d'accord avec toi, mais je pense que l'admission de Carey Price au trempe de la renommée, point, peu importe la vitesse avec laquelle ça s'est passé, va toujours faire débat là, chez le partisan du Canadien. Ben, parce qu'il y a eu ses détracteurs. Principalement, je pense que même s'il l'avait gagné, il y a des gens qu'on trouverait pour dire « Ouais, ça a été durant l'année de la pandémie, la COVID. Est-ce que ça comptait vraiment? » etc. Oui. Price a toujours eu ses détracteurs. Rappelez-vous, quand il est arrivé, il y en a qui préféraient Yaroslav Halak. Halak a été échangé. Pour certains, il a été chassé de la ville. Il y a eu des turpitudes autour de son arrivée à Carey Price. C'était pas simple. C'était une drôle d'époque pour le Canadien. Puis c'est comme s'il avait toujours été le bouc émissaire d'une certaine frange de partisans. Puis je pense qu'on ne changera jamais ça. Il y a deux façons de regarder la carrière de Carey Price avec le Canadien de Montréal. C'est le gardien qui a remporté le plus de victoires dans l'histoire de cette organisation, ce qui n'est pas peu dire, avec toute la qualité qui a défilé devant le filet. C'est aussi le gardien qui a encaissé le plus de défaites dans l'histoire du Canadien de Montréal. Puis je pense que ça illustre bien les deux spectres puis la façon de voir des amateurs. Le trophée du meilleur lanceur au baseball, le trophée Cy Young. Cy Young est le lanceur qui a le plus de victoires, mais celui qui a le plus de défaites. Voilà. Ça veut dire que tu as été devant le filet longtemps. Il n'a jamais joué avec de grandes équipes, Carey Price. Exact. Mais au panthéon du hockey, ce ne sont pas juste des gagnants de la Coupe Stanley qui sont là. C'est est-ce que tu as été reconnu comme un des meilleurs à ta position à ton époque. À ton époque, durant ta carrière. Carey Price a été un des meilleurs gardiens de son époque. Est-ce que ça a été le meilleur pendant une certaine période? C'est ça, on peut avoir un débat. Est-ce que ça a été le meilleur pendant 15 ans? Mais les joueurs eux-mêmes lui ont décerné le trophée Ted Lindsay en 2015. Ce que tu vois à peu près jamais pour un gardien. Pour un gardien. Et souvent, année après année, dans le sondage que l'Association des joueurs fait auprès de ses membres, il était identifié comme étant le meilleur, gardien. Là. Fait que les gars qui l'affrontent reconnaissent que le considèrent comme étant le meilleur. Arrêtons le débat. C'est ridicule de dire est-ce qu'il devrait entrer au Panthéon ou pas. C'était automatique. Là. Est-ce qu'on sous-estime... le sens de ma question initiale, c'était ça. C'est parce que le Canadien n'a pas eu des grandes équipes. Mettons, je vais retourner jusqu'au début des années 2000. Mettons, les 25-26 dernières années. C'est ça. Ça n'a pas été une période particulièrement glorieuse pour rester dans le champ lexical. Oui. Continue. Non, mais interromps-moi. Non, mais faisons une permutation, là, puis mettons Price devant le filet des Kings de Los Angeles pendant sa carrière ou devant le filet des Penguins de Pittsburgh. Est-ce qu'il remporte une Coupe Stanley? Comme Jonathan Quick l'ont fait, comme Marc-André je pense qu'il fait gagner... Je pense qu'il fait gagner des équipes qui ne l'ont pas gagné. Ben oui, assurément. Oui, complètement. Si le Lightning de Tampa Bay de 2015, peut-être pas, parce qu'il y avait Vasilevski, mais il commençait quand même. Mais c'est sûr qu'on peut trouver des équipes. Si Carey Price est devant le filet en 2010, quand les Flyers sont en finale contre les Blackhawks, peut-être qu'il l'emporte. C'est sûr que là, on joue un peu, c'est très, très hypothétique, mais je pense qu'il aurait fait gagner certaines équipes qui ne l'ont pas gagné. Moi, c'est le seul joueur que j'ai vu dans ma vie qui aurait pu gagner le titre de joueur le plus utile en étant absent. L'année où il s'est blessé. En 2015, le Canadien était premier. En 2015, il gagne le trophée Hart, le Ted Lindsay, on a mentionné tout ça, Vézina. La saison suivante, quand il se blesse à la fin du mois de novembre, le Canadien est premier au classement général. Les Canadiens manquent les séries, finit avec une fiche de 500, rate les séries éliminatoires parce que Carey Price était... Tu l'as sorti de l'alignement, puis tu pouvais voir... Tu sors... Quand Sidney Crosby était blessé pendant de longues périodes à Pittsburgh, Malkin prenait... On dirait qu'il était transformé, qu'il était possédé du démon. Il en faisait plus, puis il réussissait à colmater une partie de la brèche. Mais lui, tu le sortais de l'alignement, puis c'était fini. Le bateau coulait. C'était comme si tu tirais un bouchon dans la cale, puis l'eau entrait, puis c'était terminé. Il aurait pu gagner
En 2015, par des performances extraordinaires, mais en 2015-2016, in abstantio, en démontrant à quel point il était utile. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Puis, tu sais, il y a 8 gardiens qui ont gagné le trophée Hart dans l'histoire de la Ligue nationale, mais le Ted Lindsay, qui est remis par leur père, là, par les autres joueurs, c'est depuis 1971. Il n'y en a que 3 qui l'ont remporté, dont Dominique Hasek 2 fois de suite à la fin des années 90. Alors, je pense que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de débat. Puis là, on n'a même pas parlé de son palmarès international. Il a remporté le championnat mondial junior, il a remporté la Coupe du monde en 2016, il a remporté les Jeux olympiques en 2014. Il y a une Coupe Calder pour ce que ça vaut dans la Ligue américaine. Ouais. Il a gagné. Non, mais il a gagné partout. Je t'attendais dans le détour avec la Coupe Calder. Je l'ai mentionné à la fin, mais quand même. Tu sais, il n'y a pas photo, là, à mon humble avis, et c'est aussi l'avis partagé par les joueurs de hockey de la Ligue nationale qui l'ont affronté. Je pense que cet argument-là est béton. Là. De 2013 à 2017, et plus pour la plupart des gars qui votaient pour lui comme étant le gardien le plus difficile à déjouer année après année, ça a été le meilleur gardien au monde sur une période assez imposante. Donc, à partir de ce moment-là, arrêtons. Non, moi, je dépassais ce cadre-là. J'allais demander... depuis l'an 2000, il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de joueurs qui ont joué pour le Canadien proche de ce niveau-là d'élite. Là, non? Ça a été le meilleur joueur du Canadien du 21e siècle jusqu'à présent. Et de loin. L'équipe actuelle va peut-être changer, mais là, c'est ça. ça. Mais on en est à leur premier balbutiement. Là, mais si on Lane Hudson, je pense. L'équipe actuelle, peut-être Suzuki. Ils s'en vont tous au temple. Écoute, il progresse à chaque année. On verra là, quand sa carrière... S'il termine sa carrière avec 3 trophées Selke, je sais que tu n'étais pas d'accord, mais quand même, 3 saisons de 100 points. 3 Coupes Stanley. À un moment donné, sa candidature. Mais si Keith Ketchuk est rentré... S'il y avait 3 saisons de 100 points, Suzuki, ça égalerait pas le niveau d'excellence. Non, je te dis juste qu'il va peut-être avoir une candidature à la fin de sa carrière, c'est tout ce que je dis. Mais effectivement, pour ce premier quart de siècle du 21e, Carey Price a été le meilleur joueur. De loin. Hudson s'en vient, il y en a d'autres. Mais pour l'instant, c'est lui, là, de loin. Le plus proche après, ça serait peut-être Markov. Donc, on est loin. C'est ça. On est loin de la Coupe. Qui était très bon. Oui, qui était superbe. Il était tout aussi volubile. C'était aussi bon que volubile. Oui, c'était 2 gars. Les 2, ah oui. On ne pouvait pas les arrêter. Des moulins à parole. C'est pas capable de placer un mot. Bon, félicitations. Je sais pas, est-ce que les autres... Patrice Bergeron. Ah, oui, c'est vrai. écoute, je peut-être un petit mot sur Patrice des autres. Je trouve ça intéressant de voir Price entrer en même temps que Pekkarini, parce que c'est 2 gardiens qui ont eu à peu près le même genre de carrière. C'est vrai. Et même pas gagné la Coupe Stanley. Deux perdants. 2 losers. Pekkarini, Carey Price. Mais c'est évidemment avec moins de publicité parce qu'à Nashville, mais c'est vrai que c'est des gars qui ont qui ont eu des carrières qui... Similaires, effectivement. Périni a fini par gagner son trophée Vizina aussi à la fin des années 2010. Puis Patrice Bergeron, premier ballot. Voilà, c'est un gars de premier ballot. Es-tu un gars de premier ballot? Je suis un gars de premier ballot. C'est sûr qu'avec 6 trophées Selke... Et de vrais trophées Selke. De vrais, pas de faux, là. Ça en fait le détenteur du record de tous les temps dans la Ligue nationale. Patrice Bergeron, c'était... Une Coupe Stanley. Une Coupe Stanley, 2 médailles d'or olympiques. C'est un membre du Triple... Oui, Triple Gold Club. Mondial, je pense. Est-ce que le Mondial Junior compte pas dans le... Dans le Triple Gold Club, c'est le championnat du monde. Senior. Il y a championnat du monde senior. Il l'a gagné aussi. Il y a médaille olympique, il y a Mondial Junior, il y a Coupe Stanley. Il est le quadruple. Le grand chelem. Pas de Coupe Calder. Non, mais sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué dans la Ligue américaine. Toujours des excuses. Non, ça aurait été... puis on a fait, vu que c'est la Saint-Han, la question du public tournait autour de ça, mais c'est ça. Si Carey a été le meilleur joueur du Canadien des 25 dernières années, Patrice Bergeron a été le meilleur joueur québécois des 25 dernières années. Oui. Ah oui. Fait que c'était un gros... Martin Saint-Louis... Parce que le Turc. Mais je sais pas, je posais la question sans réfléchir. Ça va vous étonner. Écoute, Martin Saint-Louis est certainement dans la conversation. Oui. Ah oui. Je placerais Bergeron avant le Cavalier, je pense, pour l'ensemble de son œuvre, plus grande longévité, etc. Là, plus d'impact
plus grand impact sur une plus longue Sur une période. longue période, ouais. Mais le débat avec Saint-Louis serait intéressant. Est-ce que c'est un premier ballot à Saint-Louis? J'ai plein de questions, là, champ gauche. Là. C'est sûr que j'ai pas la réponse à ça, je suis désolé. Mais probablement. Je pense que c'est un membre du triple club aussi. Ah, voilà. On pose une bonne des lame. affirmations. En voulez-vous, en v'là. Des affirmations non convaincues. À l'emporte-pièce, oui, c'est ça. Je pense que. Je pense qu'il a fait ça. On est en fin de saison. Ouais, il a joué. Oui, il a joué. En tout cas, c'est un. Ça allait sans dire dans son cas. Alors, félicitations à Patrice Bergeron. C'est amplement mérité. Puis, sinon, Pecorino, c'est bien. Keith Tkachuk, c'est quand même plus de 500 buts, là. Alors, les 5 meilleurs marqueurs québécois des 25 dernières années, Patrice Bergeron. Au premier rang? Oui. Ah oui. Au deuxième rang, Martin Saint-Louis, avec quand même 200 matchs de moins. Là. OK. Il y a comme 27 points de moins, mais avec 200 matchs de moins. Vincent Lecavalier. Paul Stachny. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un Québécois? Je pense pas qu'il se considère comme un Québécois. Il est venu au monde au Québec. Et David Perron. Ah. Ouais. Mais c'est à la position de gardien. Je pense que c'est intéressant parce qu'on a eu de très, très grands gardiens dans les... Oui, Québécois. André Fleury. D'ailleurs, ils sont bien représentés dans les réponses de la question du public qui viendra un peu plus tard. Alors, il y a une petite bombe qui est tombée. Était-ce dans la nuit? Enfin, il me semble que je suis tombé là-dessus en soirée. Dimanche. Le lendemain, je rêvais. Je rêvais. Non, ce n'était pas un songe. Alors que c'était écrit dans le ciel. Moi, quand ces affaires-là arrivent, c'est des trucs là, que ça fait des années qu'il y a cette idée-là qui flotte dans l'air, la réunion des frères Tkachuk en Floride, puis tu dis, ben, on regarde, d'accord. Là. Et pouf, ça arrive. 3 choix de première ronde, un choix de deuxième ronde s'en vont dans la colonne des sénateurs sur l'ordinateur. Puis Brady retrouve Matthew. Est-ce qu'il y a un degré de surprise? Est-ce qu'il y a un degré d'étonnement de ce dénouement? Ou c'est moi qui est candide? Moi, j'ai été étonné. OK. Il y avait eu des démentis. Brady Tkachuk avait démenti quand même, mais ça revenait tout le temps. Ça revenait, quand il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a toujours de la fumée à un moment donné. T'as beau dire qu'il n'y a pas de fumée, on la voit. Mais quand même, dans ce dimanche-là, en plein milieu d'une petite fête de famille à la maison avec... ça n'a pas ruiné... Avec papa et beau-papa. Ouais. Non, ça n'a pas ruiné. Ça n'a pas ruiné. Au contraire, ça a alimenté les conversations. Mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la Ligue nationale. C'est drôle parce que Gary Bettman a mis beaucoup d'efforts dans ses négociations de conventions collectives au fil des ans pour restreindre l'autonomie, pour faire en sorte que les joueurs se prévalent le moins possible de leur autonomie. 1, pour contrôler les salaires, mais 2, pour que les talents restent... Il soit compliqué de changer d'adresse. Ça soit compliqué de changer d'adresse, c'est ça. Alors, tu sais, l'équipe, quand tu fais partie d'une équipe, elle peut t'offrir une année de contrat de plus, elle peut commencer à négocier avec toi une année d'avance, etc. Puis, comme les joueurs sont souvent insécures, peuvent être blessés n'importe quand, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. La plupart restent avec l'équipe. Mais là, on voit de plus en plus de joueurs qui sont sous contrat avec une équipe. Il reste du temps et qui décident de faire savoir qu'ils veulent aller jouer ailleurs. Et qu'est-ce que tu veux faire comme dirigeant d'équipe dans ce temps-là? Là? Ma première réaction, c'était, écoute, moi, il restait 2 années de contrat. Je me mettais à la place de la direction des sénateurs. Je me disais, j'aurais dit, hey, tu vas les jouer. Tu as signé ton contrat, mon vieux, tu ne bougeras pas d'ici. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Ça crée une atmosphère absolument... délétère. C'est ça. Ça détruit tout ce que tu essaies de construire comme culture. Puis 2, au bout du processus, tu vas perdre ce gars-là pour rien. Il va se prévaloir de l'autonomie puis il va partir. Fait qu'il faut et je pense honnêtement
que les équipes aiment mieux le savoir d'avance Mhm. plutôt que de se faire. Tu sais, il y a Johnny Gaudreau qui avait fait ça aux Flames de Calgary à la dernière minute. Dire ah, ben finalement, je vais m'en aller. Et ils se sont trouvés devant rien. Ça, à l'époque, Matthew avait donné une année, c'est ça. Tu une sais, année d'avance. au moins, ça te donne une chance à la direction de se virer de bord et de dire OK, on ne perdra pas tout, on va essayer de monétiser ça et d'aller chercher quelque chose. Et dans le cas de Brady Tkachuk, il restait 2 ans de contrat, alors il y avait quand même de la valeur là, à aller chercher de ce côté-là. Fait que je pense que c'est plus correct d'un point de vue affaires Ouais. de faire ça que d'attendre à la dernière minute puis de laisser croire écoute, on Assurément. va attendre. Et de laisser l'équipe, l'organisation qui t'a accueilli pendant nombre d'années, les laisser en plan comme ça. Il y a beaucoup de choses dans cet échange-là. Prenons prenons ça du bord d'Ottawa en partant, disons. Là. Oui, tu n'as pas le choix éventuellement de l'échanger. Est-ce que tu aurais pu le garder une année de plus? Là, ça recule de plus en plus. Là. Les joueurs prennent leur destin en main de plus en plus tôt. On voyait ça 1 an à l'avance, souvent 1 an avant d'atteindre l'autonomie. Matthew Tkachuk, c'était ça. Quinn Hughes a fait devancer ça un peu plus quand la gang à Vancouver s'est rendu compte qu'on n'allait pas le mettre sous contrat à long terme. On s'est dit on va l'échanger. C'était au cours de la saison. Il lui restait 1 an et demi environ, 1 saison et demie à disputer. Là, on est rendu un bon 2 ans avant avec Brady Tkachuk. Donc, les joueurs prennent leur destin en main de plus en plus tôt. Est-ce qu'il y avait urgence pour les Sénateurs? C'est toute une claque là, qu'ils encaissent. Au-delà des choix de premier tour puis du choix de deuxième tour qu'on récolte au passage, c'est un 9e choix au total, puis le reste, c'est un 25e. Et l'autre, en 2029, on verra bien, là, mais on s'entend que c'est un peu, on croise les doigts, puis on joint les mains, puis on y va d'une prière. Mais il est protégé top 10 en plus, ce choix-là. Donc, c'est même pas comme si tu disais, peut-être que les Panthers vont amorcer leur déclin, puis à ce moment-là, on va pouvoir se relancer. Je trouve pas que c'est un gros pécule. Un gros retour. Ouais. Un gros pécule en retour. Les Sénateurs sont clairement pas en phase de reconstruction, là, s'il vous plaît, après une décennie, ni même de réinitialisation. Là. Jake Sanderson, Tim Stutzla, Drake Batterson et compagnie arrivent tous au sommet de leur forme là, en ce moment, là, hein, à leur apogée dans leur carrière. C'est pas le temps d'essayer de leur vendre une relance là, du programme qui vient d'en prendre un coup, vraiment, là, qui en a pris pour son rhume. Alors, est-ce qu'on va être capable de monnayer ces choix-là pour de l'aide immédiate? C'est probablement ça l'objectif. Moi, je ne peux pas croire qu'on va se contenter de... Si on n'y arrive pas, forcément, on va les utiliser, mais l'idée est probablement d'essayer de monnayer ces choix-là pour obtenir de l'aide, qu'ils n'aient pas été en mesure de soutirer un seul joueur régulier de la formation des Panthers de la Floride. Ça me dépasse un peu parce que t'as encore 2 ans. Puis oui, Steve Staios est allé voir Brady Tkachuk chez lui au New Jersey. Tkachuk a raté ses entrevues là, de fin de saison. De fin de saison parce que sa femme allait accoucher tout de suite après la défaite contre la Caroline là, en série. Et donc, il s'est rendu dans son patelin où il habite pour assister à la naissance de son enfant. Très, très bien. Et Staios est allé le voir après. Ils se sont parlé, puis c'est là qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est dit, mais Staios est sorti de là en se disant il ne prolongera pas son association, donc il va falloir faire... Faut que je m'occupe de ça. Faut que je m'occupe de ce dossier-là. Parfait. Très, très bien. Ouais. Mais il reste quand même 2 ans. Puis, c'est vrai que à la date limite des échanges, parfois, tu travailles un peu avec juste la moitié de la Ligue ou un tiers de la Ligue, puis peut-être les mains un petit peu plus attachées, mais il y en a qui sont prêts à surpayer à l'occasion. Puis si ça ne fonctionne pas à la prochaine date limite des échanges, il te reste encore un autre été pour y parvenir. Peut-être que sa valeur, certains pourraient dire que sa valeur est moindre, mais oui et non, dans la mesure où tu peux attendre le 1er juillet ou tout de suite après et faire un bon vieux signer et échanger. Parce que là, cet court échange... Court et passe. Passe et court et va. Parce que cet échange-là peut venir avec une prolongation de contrat à long terme. Donc, il y avait d'autres possibilités. Et je trouve ça vraiment dommage pour les Sénateurs, pour leurs partisans, de sortir de là qu'avec des choix. C'est une perte nette. Tu es supposé d'être en ascension. Tu l'envoies à un rival de ta division qui va rendre ton ascension encore plus compliquée dans les années à venir. Alors, c'est une grosse claque au visage, je trouve. Solide rebuffade pour les Sénateurs. Tu sais, tu n'as aucun pouvoir de négociation. Là. Le gars te donne une liste de 4 listes. C'est toujours les équipes. mêmes 4 équipes. C'est toujours les mêmes équipes aussi.
qui sont à côté, qui ont pas tant de place. Qui n'ont pas tant de place que ça, qui ont des grosses masses salariales. Fait que tu négocies les deux mains attachées. Il faut que tu sortes de là avec Anton Lundell. Là. Ouais. Mettons, là. Ouais. Sinon, mais ça on peut penser. On peut penser. Le gars, l'autre bord dit non, moi, Lundell, je ne me débarrasserai pas de Lundell. Ben, je le comprends, mais tu as 2 ans devant toi. T'as encore. T'es pas. T'es pas acculé au mur. Oui, là. mais c'est toujours un joueur. C'est toujours un joueur qui a une clause de non-échange et qui va. Oui. Et ça. Ton capitaine, t'es directeur général, là, puis ton capitaine te verbalise qu'il n'est plus engagé. Peut-être pas qu'il n'est plus engagé, mais il lui reste 2 ans de contrat. Oui, mais au-delà de ça, je suis convaincu dans la qu'il conversation aurait joué que tu as avec tout son cœur, moi, je pense. Tu penses pas? Et ça, c'est parce qu'on voit ça, là, on discute de ça juste d'un bout de la lorgnette, mais peut-être que les autres trouvaient que c'était pas un si grand leader que ça non plus. Là. Les sénateurs. Ouais. Tu sais, le poste de capitaine, il l'a eu quand il a négocié son contrat. Il a dit, on va te nommer capitaine. Est-ce que c'était le choix de ces... J'ai entendu toutes sortes de... J'ai entendu... Un gars qui veut s'en aller, un gars que tu nommes capitaine qui veut s'en aller 2 ans après, c'est quelque chose qui marche Mais là, c'est rien moyen. De ça. Quinn Hughes était capitaine à Vancouver. Dylan Larkin est capitaine à... Ce n'est que ça. Larkin est capitaine avec les Red Wings. Nurse n'est pas assistant? Probablement. Tu sais, on voit ça énormément. Mais en tout cas, je trouve que c'est un maigre retour. Mais tu as raison. Les sénateurs voient ça d'une certaine manière. Ils sont bien nantis au centre. J'ai dit Lundell. C'est pas tant au centre qu'ils ont besoin d'aide, là, mais c'est un vrai joueur, puis c'est comment dire, ça aurait pu être une contrepartie. Exact. Au moins, Luostarinen, tu sais. Ouais. Mais 2 affaires. La clause de non-échange complique ça quand même. Énormément. Que ce soit en ce moment, l'année prochaine, peu importe, ça complique ça. Et, regarde, il a sa clause de non-échange, elle a été négociée, mais c'est quand même fort de café d'exiger une transaction. Et de l'activer. Et de t'être négocié une clause de non-échange qui est supposée empêcher l'équipe de t'échanger. Enfin, c'est ça à la base. Et ça va être intéressant parce qu'on en a parlé pendant tes mais ça ne sert plus à ça. La clause de non-échange ne sert plus à ça. On a philosophé là-dessus parce que c'était dans la foulée de la demande de Dylan Larkin. Qui lui aussi a une clause de non-échange et qui lui aussi l'a activé. Et comme Alex dit, les joueurs veulent toujours aller aux mêmes 4 places. Ça aide pas. Ça va être intéressant de voir si les DG vont être moins... vont en donner moins des clauses de non-échange parce que là, tu te retrouves dans une situation... Moi, je disais même, je me demande si Gary Bettman ne va pas essayer de se pencher là-dessus éventuellement. Là, en disant... c'est fini. Peut-être pas c'est fini, mais les restreindre ou faire en sorte que tu peux en avoir un certain nombre dans ton équipe, par exemple. Parce que là, les riches s'enrichissent, là. Ouais. Et les pauvres s'appauvrissent. Et c'est pas du tout... C'est pas du tout l'objectif du commissaire de la Ligue nationale à la base. Est-ce qu'on s'éloigne de la parité? On peut se poser la question. Là. Oui. Le top 9 des Panthers de la Floride l'année prochaine, là, je me rappelle pas d'avoir vu une équipe aussi bien nantie, je pense, de pratiquement de toute l'ère du plafond salarial. Là. Ça ressemble aux Pingouins du début des années 90. J'exagère un peu, il n'y a pas de Mario Lemieux, là, mais on n'est pas loin. Là, alors, c'est un peu loin. Il n'y a pas le mieux, il y a guerre. Là. Je veux pas que les gens... C'est pas ça, mais c'est un gros top 9. C'est un top 9 qui fait la manchette. Toute la journée hier, on voyait que ça, le top 9 des Panthers. C'est ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est qu'on s'éloigne de la parité, les riches s'enrichissent, et il y a une inquiétude, là, à mon avis. Il n'y en a pas de parité dans la Ligue nationale de hockey. Ben pourtant... On était... Il y a un roulement, là, les équipes en série, tout ça, il y a de bon an, mal an, il y a 5 ou 6 équipes qui n'étaient pas là l'année d'avant, qui font leur entrée. Cette année, c'était une année record, mais regarde le nombre d'équipes qui remportent le titre. C'est la ligue la moins paritaire. Les équipes finalistes, j'ai fait l'exercice, là, on compare les 4 grands championnats nord-américains, les 2 équipes finalistes, les équipes qui se rendent en finale à chaque année. C'est dans la Ligue nationale où il y a le moins de roulement comparé aux autres grands championnats. On pense que c'est paritaire parce qu'il y a un plafond salarial puis que c'est serré pour participer. C'est accueilli avec scepticisme. Non, mais je vois si tu as fait l'exercice. Je l'ai fait. Surtout depuis le début des années 2020. Là, je veux dire, le Lightning a 3 finales, 2 coupes. Les Panthers ont 3 finales, 2 coupes. Vegas a 3 finales. 2018.
3 finales, une c'est coupe. vrai. Ouais, c'est vrai. Cette saison, c'était une année beaucoup de- record pour le roulement de nouvelles équipes à se tailler une place en série. Là. Le nombre d'équipes qui étaient qualifiées la saison d'avant, qui ont débarqué, Oui, mais qui ont été remplacées. c'est souvent 5. Peut-être qu'au sommet, vraiment au sommet de la pyramide, il y a moins de roulement, mais il y en a pas mal dans la base ou dans le ventre semi-dur mou. Là. Ouais. Mais moi, je pense que c'est faux de dire qu'il n'y a pas de parité dans la ligue. Il y en a une. Il y a un roulement. Les équipes se battent entre elles. C'est extrêmement serré. Tu sais, dans la NBA, là, ça se dégage plus rapidement. Là. Les premières équipes au sommet, éventuellement, se font plus rattraper. Là, mais effectivement, vu que les joueurs vedettes changent plus souvent d'adresse et tout, ben, les puissances peuvent changer au fil du temps. Mais c'est ça. Puis le point boni qu'on donne resserre le classement artificiellement. Oui, ça c'est vrai. Mais cela dit... mais ça commence à être un problème là, que chaque gars qui veut s'en aller, ça commence par Floride, Vegas, puis on va en ajouter peut-être une ou deux autres, mais ultimement, ça finit presque toujours par être Floride ou Vegas. C'est un problème pour les autres. Là. Il y a des gens un peu idéalistes qui disent « Ah non, c'est pas à cause de la fiscalité, c'est parce que les gars veulent gagner la Coupe Stanley et tout ça. » Mais... de l'argent, c'est de l'argent. De l'argent, c'est de l'argent. Puis regarde, dans le baseball majeur, il n'y a pas de plafond salarial dans le baseball majeur et ils n'ont pas ce problème-là. Les joueurs vont là où est-ce qu'il y a de l'argent. Et j'aimerais ça, s'il y a un mathématicien qui nous écoute, j'aimerais ça qu'on fasse l'exercice. Quelles sont les probabilités dans une ligue à 32 équipes qui opèrent pendant 20 ans, 21 ans, là, on vient de compléter la 21e année, quelles sont les probabilités que 7 équipes d'un même sous-groupe soient systématiquement écartées de la conquête du championnat? Tu sais, les équipes canadiennes, la fiscalité n'est pas pareille au Canada comparée aux États-Unis dans la plupart des marchés. Puis, systématiquement, les équipes canadiennes ne sont incapables de remporter le titre. On peut dire, OK, c'est attrayant d'aller jouer en Floride et tout ça, mais s'il y avait plus d'argent à dépenser à Vancouver ou à Toronto à Winnipeg. Ou à Winnipeg, les gars iraient jouer à Winnipeg. Du moins. Et, en tout cas, je pense que ce serait très, très facile d'avoir un plafond, comme c'est une ligue transnationale, ce serait très facile d'avoir un plafond salarial adapté en fonction de chaque marché. À Vegas, vous avez le droit à 103 millions de plafonds, puis à Toronto, il y a plus d'impôts. En fonction de la fiscalité. C'est ça. Ça va être 112 pour vous autres. Les gouverneurs de la Ligue nationale combattent ça avec toutes leurs armes. À la vie à la mort. Mais tu en as une partie à qui ça profite, puis tu en as probablement un groupe de moutons à travers ça. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller. Surtout qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont sises dans des villes où la fiscalité est désavantageuse, mais qui sont des équipes à fort revenu et qui contribuent après ça au partage salarial. Donc, ça devient d'autant plus frustrant là, quand tu es Montréal ou autre, là, ou même les Canucks. Ouais. C'est ça. Tu apportes beaucoup d'eau au moulin, ils t'envoient de l'argent ailleurs et ça ne te revient pas, là, que ce soit par des actifs, des joueurs, etc. Donc, en ce moment, il y a un déséquilibre. Je sais qu'il y a des directeurs généraux qui veulent se pencher là-dessus. Et je sais qu'il y en a d'autres. Kelly McCrimmon au premier chef, on a souvent parlé du fait que c'était peut-être pas le gars le plus apprécié dans la Ligue nationale. Lui combat ça avec toute sa férocité. C'est son droit acquis. Il prêche pour sa paroisse. Mais... Le DG des Golden Knights. Oui. Mais les équipes canadiennes génèrent, on est rendu à quoi par année à peu près $1 milliard en revenus de télévision. Là. Les 7 équipes canadiennes génèrent ça. C'est ça pour ça, c'est canadien. Ouais. C'est juste les équipes canadiennes. Ouais. Il manque le bout. Il en manque. Là, il y a des droits en français qui. Je pense que c'est compris dans le. N'est-ce pas compris dans la raison, totalité de l'entente avec Sportsnet? Non, c'est ma faute. Non, c'est mon erreur. C'est ça. C'est Sportsnet qui va récupérer cet argent-là. Ça ne s'en va pas. Ça Sportsnet paie 11 points. C'est ça, c'est $1 milliard de dollars américains par année. Donc, ils contribuent autant que les équipes américaines génèrent à peu près ça, mais à combien? 3 fois plus nombreuses. C'est ça, 3 fois plus nombreuses. Mais
Écoute, si tu as une fuite de talent comme celle-là, parce que les gars cherchent des endroits où... Brady Tkachuk, il va être beaucoup plus riche, il va faire beaucoup plus d'argent en Floride qu'il en faisait à Ottawa, là, juste à cause de la fiscalité. Cela dit, il y a des conventions qui sont possibles. Là. On avait déjà, expliqué ça. Là. Il y a des façons de faire qui minimisent vraiment l'impact de l'impôt. En même temps, c'est compliqué. Oui, ça coûte de l'argent, ces équipes de fiscalistes-là. C'est pas gratuit. C'est sûr. Quand t'en as pas besoin de l'autre bord, c'est ça aussi de l'argent. Ton agence, souvent, va fournir ces services-là, puis tu paies déjà. Là, mais en tout cas, sauf que quand Julien Brisebois et quand Bill Zito négocient avec un joueur et qu'ils disent pour arriver au salaire de 9 millions que les Maple Leafs t'offrent, là, nous, on t'offre 8 millions, puis tu vas avoir plus d'argent dans tes poches à la fin de l'année. C'est comme ça qu'ils négocient. Là. Puis il fait beau ici, puis tu n'auras pas de problème. C'est ça aussi, ça a un impact, c'est sûr. Ouais. Cela dit, tu gagnes, au Canada, tu gagnes ton argent en argent américain. En plus. Ça, c'est un avantage. Ça, c'est un immense avantage, là, parce qu'en ce moment... exact. Tes revenus sont en américain, tu dépenses tout en canadien, donc ça en fait pas mal. La vie coûte moins cher, là, forcément. Mm-hmm. Juste pour terminer là-dessus, parce que c'est ça, on en parlait quand tu n'étais pas là, Martin, mais on se disait, c'est une tendance. Là. Il va y avoir de plus en plus de joueurs. On ne voyait pas ça avant. J'ai une théorie. Austin Matthews est le prochain. Exact. Mais j'ai une théorie. Voyez-vous le fil, c'est cousu de fil blanc, là, ce sont qui ces joueurs-là là, qui partent? C'est ça ma théorie. OK, c'est l'excitant. Écoute, est-ce que c'est raciste? Je sais pas, mais... Faudrait pas. Mais non, mais... prends le temps d'y penser. Puis mais ce sont des joueurs américains. Ce ne sont pas juste des Américains, ce sont les Américains... Ce sont surtout les Américains qui sortent du programme national de développement. Pas tous, mais beaucoup, et qui viennent de gagner les Jeux olympiques ensemble, et qui ont participé à la confrontation des 4 nations l'année dernière. C'est cette gang-là. Là, on entend Austin Matthews, c'est moins clair. La plupart des gens avertis disent qu'il va jouer à Toronto la saison prochaine. Mais Connor Hellebuyck, effectivement, Winnipeg est en train de regarder le marché pour lui. Dylan Larkin. Quinn Hughes. C'est vrai que c'est bon. Quinn Hughes, les deux Tkachuk. Jack Eichel, bon, à l'époque, il n'était pas encore. Il n'y avait plus d'équipe nationale senior. Mm-hmm. Mais ce sont tous ces gars-là, les vedettes américaines. Moi, je me pose la question, puis c'est normal. Si les gars veulent revenir chez eux, c'est un droit fondamental de choisir ton lieu de ça, je peux, absolument. Ça, je peux le comprendre. Là. Tu viens de là, tu as le goût d'y retourner. C'est très, très naturel, puis louable dans certains cas. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste qu'au Québec, on entend souvent l'inverse. Là. Il y a des Québécois qui ne veulent pas venir jouer en raison de la pression et autres. Donc, cet avantage-là n'est pas des deux côtés. Mais je me demande si, peut-être que c'est un peu prématuré, mais est-ce que des équipes vont faire attention parfois à des équipes canadiennes avant de choisir des Américains? Comme on l'a fait avec les Russes pendant un bout de temps, là, quand la KHL est arrivée, puis... si c'était pas un joueur vraiment de premier plan, là, dont on était certain du développement, puis de l'éclosion, puis de l'impact, etc., il y a beaucoup d'équipes qui ont fait attention à la sélection de joueurs russes parce qu'on craignait qu'ils restent plus longtemps en Russie. Ils retournent si ça ne faisait pas leur affaire une fois arrivés en Amérique du Nord, etc. Alors, est-ce qu'il va y avoir cette crainte-là? Parce que là, les joueurs américains, à part à Montréal, où Hudson, Caulfield et compagnie s'empressent de signer des ententes à rabais, mais sinon, il y en a beaucoup là, qui sortent des marchés canadiens en ce moment. Oui, mais on est peut-être en train d'assister au futur du Canadien. Ça va peut-être arriver à Montréal aussi. Là. On n'est pas... Ils ont des ententes à long terme. Ça n'arrivera pas tout de suite. Là. Non, c'est ça. Ben, ça ne change rien. Mais le jour où le gars il te dit « je veux sortir d'ici », tu ne peux pas l'attacher de force. C'est ça. C'est pas parce qu'il y a une entente à long terme. Ben, là, non, mais je pense qu'ici, l'ambiance est bonne. Il reste 6-7 ans, ça devient un peu plus compliqué. Je pense pas. Pourquoi? Puis, tu dis, écoute, d'accord, mais moi, tant que j'ai pas ce que je veux, je vais te garder, là, parce que tu t'es entendu avec nous. Il te reste 6 ans de contrat. Ouais. Donc, fais ce que tu as à faire, puis je te promets que quand l'occasion va se présenter, je vais t'échanger, mais je ne t'échangerai pas pour 2 choix de premier tour, puis un deuxième. C'est sûr qu'il ne faut pas paniquer, mais comme dirigeant d'équipe, essaie d'avoir une culture d'excellence et tu ne veux pas avoir une pomme pourrie qui veut pas C'est sûr.
Non, puis C'est sûr que ça devient un problème. je tiens juste à préciser que Larkin veut quitter une équipe américaine. Fait que oui, c'est surtout des équipes canadiennes oui. Qui sont. Mais reste que. Et que c'est ça. Ça fait c'est 10 ce ans qu'ils dont ne on sont pas parlait. qualifiés en série, puis il y a beaucoup de Exact. ça Puis aussi. c'est correct. Et ça revient à ce qu'on disait. Tu n'es pas heureux dans un endroit, pourquoi pas? Mais c'est juste qu'avant, on ne voyait jamais ça. Et je pense effectivement que c'est parce qu'avant, il y a comment dire, il y a de plus en plus de joueurs américains dans la Ligue nationale. Oui. Et ils représentent, non seulement ils représentent la force de travail, mais aussi l'élite. Il y a beaucoup de joueurs dans l'élite. Puis, écoute, c'est une attitude, je dis pas, c'est pas mal. Là. C'est aussi Puis, générationnel, là, je pense. Ben, il y a la génération, mais il y a aussi, je pense, les États-Unis, c'est... oui, la terre des possibilités. C'est ça. Là. Puis au Canada, on a une petite tendance à être un peu plus loyal. Hein, d'ailleurs, c'est cohérent avec l'histoire. Avec l'histoire. Non, ben exactement. Ce sont des raccourcis, mais appuyés par quelques... Et tout ça en direct, j'ai pas pensé à ça. Mais appuyés par quelques faits historiques, quand même, je te l'accorde. Et c'est peut-être, c'est ça, quelque chose qui est comme une tendance. Je pense que oui. Ouais, je pense qu'on assiste là à l'émergence d'une tendance. Et tu as nommé Dylan Larkin. On pourrait ajouter dans le panier Zach Werenski. Il va peut-être se parce joindre qu'il lui reste 2 ans de contrat et on entend aussi quelques rumeurs émaner et ça de va Columbus. faire... Je veux dire, là, ça commence comme ça, mais ça ne sera pas une situation américaine. Là. La journée où ça va devenir banal, peut-être pas banal, mais courant, n'importe qui n'est pas content va dire, moi... alors qu'avant, sans raison, personne ne faisait ça. Mais s'il n'y avait plus de clause de non-échange ou de clause limitant... les équipes sont contentes de le donner, ça. Parce que quand ils négocient avec le jeune joueur, là, quand ils lui donnent très vite son premier long contrat qui est très, très payant, ils essaient de réduire l'empreinte du joueur sur la masse salariale. Ils essaient d'acheter des années d'autonomie à l'avance en les payant moins cher pour que le montant soit... que le fardeau soit moins fastidieux. Là. Mm-hmm. Fait qu'ils sont contents, les équipes. Puis là, le joueur dit, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il me dit que vous voulez que je signe à rabais, que je m'engage pour longtemps, mais qu'est-ce qu'il me dit que vous n'allez pas m'échanger? Ben non, on t'aime tellement, tu es un jeune joueur, tu représentes l'avenir de l'organisation, on va te donner une clause de non-échange. Fait que ça fait l'affaire des équipes de donner. Mais, ça faisait, en tout cas. Mais si ces clauses-là n'existaient plus, tu sais, mettons que Gary Bettman se présente à l'âge de 92 ans, prochaine négociation. Il dit là, c'est interdit maintenant de, tu sais, là, on enlève ça. Il fait ça. Gary Bettman, c'est un papier sablé sur 2 pattes. Là. Lui, il arrive là, puis c'est toujours d'essayer d'arrondir les coins. D'arrondir les coins, d'enlever des bouts de conditions salariales, de conditions de travail aux joueurs. Puis là, si on enlevait ça, il n'y a rien qui empêcherait les joueurs de demander une transaction, sauf que... Là, tu peux négocier avec tout le monde. Sauf que le rapport de force des équipes serait plus élevé. Fait que ça enlèverait le droit de choisir la destination avant d'atteindre l'autonomie. Et là, peut-être que les joueurs cesseraient en jeune âge de s'engager à long terme avec leur équipe. Il y a ça, ça pourrait avoir cet effet-là. effet-là. Non, moi, à 26 ans, je veux sacrer mon camp. Je rêve de jouer. Je suis venu au monde à Newark et je rêve de jouer au New Jersey. Ça comme plein de gens. C'est tout à fait normal. Une situation normale. Alors, ça empêche. Les joueurs diraient, bon, ben écoute, on va signer juste des contrats de 2 ans et des contrats de 3 ans, puis je vais passer en arbitrage à chaque année, puis je vais prendre le maximum. Et quand le moment de l'autonomie sera arrivé, mais je vais lever les feutres. Fait que c'est un problème complexe. Très complexe, parce que, comme tu dis, il y a des équipes qui se servent de cet argument-là aussi pour retenir des gars, même quand vient le temps de l'autonomie, par exemple, là, qu'on va magasiner sur le marché de l'autonomie. Telle équipe m'offre tant, puis j'étais intéressé. Oui, mais regarde, moi, je vais te donner autant, mais en plus, je te donne une clause de non-mouvement. Donc, tu viens t'installer ici, puis tu vas contrôler ton destin. Donc, c'est un argument pour les équipes. Alors, si Bettman arrive en disant c'est terminé, ou on va légiférer là-dessus, il y a des équipes qui ne seront pas contentes, mais là, en même temps, le rapport de force est tellement en train de changer que peut-être que les mentalités aussi vont le faire. Généralement, il y a un décalage, ça prend un petit peu plus de temps. Mais je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais je ne serais pas surpris sans les enlever complètement, qu'il y ait éventuellement peut-être une limite de 2, 3 par équipe. Je ne sais trop. Mais c'est tellement dans l'ADN du bonhomme, comme tu l'exposais,
dès qu'il y a quelque chose qui dépasse, là, d'essayer de venir l'enlever. contrôler ça. Mais s'il y en avait 2 ou 3 par équipe, tous les gars qui ont demandé des transactions Les auraient. les auraient eu. Oui, parce que ce sont Ça, tous les joueurs. Ce vedettes. sont des super vedettes. Alors, vous étiez venu pour quelques commentaires sur la transaction de Brady Tkachuk et on vous a offert un aperçu sur l'avenir du monde. Et voilà. Domanda del pubblico che accende il ritmo delle parole, lanciatelo, diamo una risposta che nasce da lì, del ghiaccio fino al microfono. La domanda del pubblico fa battere il cuore del fan. Vostra voce arriva a noi. Domanda del pubblico. Wow, qu'est-ce qui nous valait ce thème Flashback. italien? C'est notre thème italien. Ouais, le Thème Milan, italien. ouais. Pourquoi, Jack? Est-ce qu'il y a tu t'ennuies? T'es nostalgique? Ah, la Coupe du Monde. Ben oui, l'Italie... C'est pas là. C'est ça. C'est pour le vide. C'est pour combler le vide italien à la Coupe du Monde. Et puisqu'on est dans les affaires de patriotisme, tiens, on vous demandait dans cette veille, dans cette journée veille de la Saint-Jean, pardon, qui est votre joueur québécois préféré de tous les temps via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport? Martin sur le book. Steve Bégin, un joueur qui n'avait pas peur de mettre son nez dans le trafic. Même Steve ne s'attendait pas à se faire nommer. Ouais, En premier. Ouais. Ben, c'est sorti comme ça. Là. Jason dit Martin Brodeur. On parlait des gardiens tantôt, il va y en avoir beaucoup. Marc-André, toujours sur le book. Mario Lemieux aurait dû battre plusieurs records de Gretzky s'il n'avait pas été malade et blessé. Qui d'autre? Jean-Philippe sur Facebook, Marc-André Fleury. Ce gars avait du fun à jouer, est très généreux avec les fans. Sur le Gram, Luc Robitaille. Calex. Non, il n'y a pas de Lucky il y en a Luke. sûrement, là, je ne les ai pas au complet. Il y a eu un petit travail de curation. Merci d'ailleurs à l'équipe des réseaux sociaux. Sur le Gram, les gardiens, Roy, Brodeur, Luongo, Fleury, ça c'est Calex44 sur le Gram. Pas mauvais choix. Non, c'est bon. Brodeur, Julie Fou, toujours sur le Gram. Et quelques-uns sur YouTube. Mario le Magnifique, ça c'est mon oncle Ben. Bernard Camp, Mario le Mieux, assurément. Guy, seulement Guy. Pas besoin. C'est quand le prénom suffit. Tout est là. Pococar. C'est comme Pelé. C'est un joueur juste avec une syllabe. Ben là, Pelé, c'est 2. Tu me diras. Mais, Oui. juste avec un C'est nom. comme Pelé. Oui. C'est monosyllabique. Mais c'est un nom, un mot, un surnom. C'est comme Prince. Guy. Prince. Ou, Exact. On est dans cette catégorie-là. j'ai pas d'autre. Malheureusement, j'ai pas d'autre. Caca, le Brésilien. Ouais. Tu sais. Qu'est-ce que tu dis, Jack, à un moment donné? Jack? Céline. L'auteur? D'accord. Lui aussi, c'est juste un... Et là, combien de Québécois seront repêchés vendredi, Alex? Hein? Sans transition, bang! Combien repêchés au total? Vendredi. Premier tour. Ah, ben, c'est la seule affaire qu'on va retenir. 0? J'hésite entre 0 et 1. Et si 1, je pense que ça va être tardivement. Et oui. Mais alors, merci. je vais dire 1. OK. Il y en a combien de classés? 2, 3? Il y Il y a, a Xavier Xavier Villeneuve qui est 18e, Maddox est 15e. 15e, Maddox Dagenet. Je pense que Maddox Dagenet va sortir Ce sera le premier Québécois? le premier Québécois. Le premier fils de Pierre Dagenet repêché. Ça, c'est le premier, vendredi, ça, c'est le premier fils. cette année. Ça, assurément. Ah, ça, assurément. Ouais, le premier fils de Pierre Dagenet. Écoute, on verra. Xavier Villeneuve, je lui souhaite tout le meilleur pour sa carrière. De ce que j'ai entendu, je doute qu'il sorte au premier tour. Mhm. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il sorte au premier tour. Moi, j'ai été le voir jouer cette année. Et je dis ça, il n'y a aucune méchanceté. Là, on parle d'une évaluation de joueur. J'étais étonné qu'il soit classé au premier tour. C'est pas parce que Lane Hudson a du succès, je pense que toutes les équipes vont se mettre à sélectionner des petits joueurs. Il y a une notion de risque à ça. Et quand tu vas en première ronde, tu essaies de prendre des joueurs qui... Avec un peu plus de certitude. Oui, un peu plus de certitude que ça. Fait qu'écoute, on verra. Et c'est ça, juste... Ça fait longtemps que j'évalue des joueurs de hockey, des joueurs des matchs et tout ça. Et quand je l'ai vu jouer, j'étais surpris qu'il soit au premier tour. Quand j'ai commencé à décortiquer un peu, puis à
faire ma tournée de visionnement des joueurs qui sont classifiés, les meilleurs espoirs européens et tout ça. Je trouve que c'est pas une cuvée qui est très relevée cette année. OK. Peut-être qu'elle me fera mentir et qu'il y aura un nombre record de membres du Temple de la Renommée. De futurs immortels. C'est ça. Exact. On verra, mais je trouve, il y a beaucoup de défenseurs. Bien classé, là. C'est ça, parmi les 5, 6, 7 premiers, il y a beaucoup de défenseurs. Et beaucoup de défenseurs de qui tu te dis, OK, ils ont le gabarit, ils se déplacent bien, tout ça, mais ils sont classés très haut parce qu'ils ont une certaine production offensive dans les ligues où ils jouent, soit dans les rangs universitaires ou dans les rangs juniors. Et tu les regardes jouer, tu te dis, est-ce qu'ils vont être capables de transposer ça dans la Ligue nationale? Il y a très peu de défenseurs qui excellent avant d'être repêchés offensivement, qui sont capables de continuer à appliquer la même chose dans la Ligue nationale de hockey. Il y a un défenseur qui excelle défensivement. Habituellement, ce n'est pas un top 5 ou un top 7 ou un top 8 dans la Ligue nationale. Gavin McKenna, moi, il y a 2 ans, je l'ai vu jouer au championnat mondial des 18 ans et moins. Il y avait des gars dans son équipe qui étaient sur le point d'être repêchés le mois suivant. Il était meilleur que tous ces gars-là, des gars qui étaient classés top 10. Fait que c'est un joueur avec des habiletés incroyables. Il ressemble peut-être un peu à Demidov, même au niveau des habiletés et tout ça. Compliment ultime. Fait que je serais surpris qu'il ne soit pas premier. Là. Je pense que tout le Je monde, pense que c'est consensuel. tout le monde le classe. Ouais, il y a eu un peu un doute là, autour de lui parce qu'il y a un début de saison compliqué à Penn State dans la NCAA, mais ça fait l'unanimité que c'est le joueur le plus talentueux de ce repêchage-là. Je vois pas comment ça... Il ne pourrait pas être sélectionné au premier rang. Et tu regardes le calibre de ce repêchage-là, je vois pas comment... Ben non, puis c'est comme... Moi, je les ai vraiment pas tous vus jouer, ou même très peu, alors c'est très difficile de me prononcer par rapport à qui devrait se trouver à quel rang là, ou autre. Là, je me base beaucoup sur ce que j'entends, les conversations que j'ai avec des dépisteurs essentiellement et tout. Puis à ce que j'ai vu au Combine à Buffalo, ce que j'ai entendu au Combine à Buffalo... On dit rapidement que le repêchage devrait commencer à partir du 2e rang avec les Sharks de San Jose. Est-ce qu'il va y avoir des échanges? On entend ça chaque année. Ça fait extrêmement longtemps là, que des joueurs du top 5, des choix du top 5 ne sont plus échangés. C'est extrêmement rare. Donc, ça pourrait arriver, mais selon les probabilités, ça n'arrivera pas. Puis on dit, oui, les Sharks ont énormément de joueurs de qualité à l'attaque, puis leur top 6 est déjà bien formé et tout. Est-ce qu'ils ont besoin du Suédois Ivar Stenberg? Etc. Il est impressionnant, Stenberg. Est-ce qu'on ne va pas aller chercher un défenseur à la place pour pouvoir combler certaines lacunes? T'sais? Stenberg, selon la plupart des gens à qui j'ai parlé, est clairement le joueur le plus talentueux après McKenna dans ce repêchage-là. Alors, à quoi ça sert de prendre une chance, de faire comme les Blackhawks de Chicago, qui doivent s'en mordre les doigts encore aujourd'hui? Là. Le repêchage de 2024, Ivan Demidov n'aurait jamais dû glisser jusqu'au 5e rang au Canadien de Montréal. C'est un coup du destin. Ils ont été chanceux de l'obtenir. Et d'ailleurs, pour lécher les babines, là, les dirigeants du Canadien, à juste titre, ils savaient ce qu'ils avaient entre les mains. Chicago, au 2e rang, a pris Artyom Levchunov, le gros défenseur, le grand défenseur, devrais-je dire, droitier, qui peine là, en ce moment à ses débuts professionnels, puis il va peut-être avoir une carrière très correcte, mais ça ne sera pas comparable. Ça prend plus de temps, la défense. Ça prend plus de temps, mais je ne pense pas que... son impact va être comparable à ce qu'Ivan Demidov va avoir dans la LNH. Donc, on le sait, à Montréal, repêcher en fonction de tes besoins, c'est généralement une très mauvaise idée, surtout aussi haut dans le repêchage. Alors, on verra si les Sharks s'échangent, leur choix recule peut-être, etc. Mais je serais bien surpris qu'on y aille pour... bien surpris. Ça peut arriver là, que ce soit Reed ou autre, là, mais normalement... si tu as un gars capable de marquer 25-30 buts dans la LNH rapidement, repêche-le. Puis tu verras. Tu en échangeras un éventuellement, puis tu régleras ton problème autrement. Le Lightning ne s'est pas posé la question, par exemple, avec Jonathan Drouin en 2013, même s'ils étaient quand même bien nantis à l'attaque à l'époque, avec Stamkos, Kucherov et compagnie. Ils ont repêché ce joueur-là qui était à ce rang-là le plus talentueux. Ils l'ont échangé et sont allés chercher un défenseur. Donc, il y a possibilité il y a toujours possibilité de manœuvrer autrement. On verra. Pour le Québec, c'est pas. On va dire que c'est pas une grande cuvée. C'est pas ça. D'une année à l'autre, c'est jamais. C'est jamais. C'est juste une façon de transiter là, d'un sujet à l'autre. C'est bien d'en parler.
C'est un peu toujours la même affaire. Exact, c'est ça. C'est pas, le bassin n'est pas fourni, il n'est pas énorme en ce moment. J'étais abasourdi, il y a une dizaine de jours, quand le commissaire de la LHJMQ a dit que l'objectif, c'est d'ajouter 2 équipes, de faire une expansion dans l'Est des États-Unis, d'ajouter 2 équipes dans la Ligue. Je suis sans connaissance de ça et je pense qu'à Hockey Québec, il y a beaucoup de gens qui sont sans connaissance de ça. Le calibre, le bassin de joueurs qui alimente la LHJMQ est plus petit que les bassins de joueurs de la Ligue de l'Ouest et de la Ligue de l'Ontario. Et tout le monde le reconnaît qu'il y a moins de profondeur dans les équipes de la LHJMQ. Et on veut ajouter des équipes alors que c'était une erreur historique de passer de 12 à 18 équipes. Les expansions ont tué cette ligue-là. C'était c'était peut-être la plus belle pépinière au monde de talent. Et on l'a tué et on veut encore ajouter des équipes. Je ne sais pas, ça va être compliqué de réformer notre système de développement au Québec si le sommet de la pyramide fait ce qu'il veut et ne tient pas compte de ce que la base veut faire. Et pour en revenir au repêchage, c'est ça, Ivar Stenberg, c'est tout un joueur. Ouais. Et j'ai hâte de voir où Albert Smith. Ouais. Grand défenseur letton. Là. Oui, qui m'a vraiment impressionné aux Jeux olympiques. Ouais, je regardais jouer ce gars-là, wow! Écoute, c'est un grand défenseur costaud qui a un sens offensif incroyable. Il manque même peut-être un peu de structure défensive dans son jeu, mais il jouait contre des hommes sur la plus grande scène du hockey et il n'était pas... C'était le meilleur joueur de la Lettonie. Le meilleur joueur de son équipe et il n'avait pas l'air intimidé une seconde. Là, ça va être tout un joueur de hockey. Et tu sais, je parlais des défenseurs nord-américains qu'on regarde, qu'on se demande s'ils vont être capables de transposer les Keaton Verhoff de ce monde. Leur talent offensif dans la Ligue nationale. S'il y en a un sur lequel je vais à parier, ce serait Albert Smith. Alors, j'ai hâte de voir ça. Bon, on s'en note. Je vais juste revenir sur la LHJMQ. Tu disais, bon, tu exposais une des raisons là, qui avait fait mal au développement des joueurs québécois. T'sais, on craignait beaucoup avec le changement de règlement dans la NCAA qu'il y ait un exode des talents de 18 ans. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus l'hécatombe en ce moment. Puis il y en a beaucoup qui partent à 19 ans, donc qui restent après leur année de repêchage. Partent une année plus tard. C'est le cas de Xavier Villeneuve, mais lui, c'est un late là, dans le jargon. Il y a déjà 3 années de jouer avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Boisbriand. Ça va avec les Terriers de Boston University. Mais ce qui fait particulièrement mal à la Ligue en ce moment, c'est l'inverse. Ce sont les jeunes joueurs américains qui débarquent dans la Ligue très tôt. Et là, au repêchage de cette année, j'ai fait le calcul dans un... 50 piles, hein? 51 ou 51, j'ai fait le calcul, puis c'est dans un texte que j'ai écrit il y a 2 mois, mais qui devrait sortir éventuellement. J'exagère un peu. C'était au vetting. Oui, c'est ça. Il est resté coincé. J'ai écrit en revenant de Buffalo. Mais oui, il y en a 50 ou 51 cette année. C'était à peu près la moitié l'année d'avant. Puis le quart, il y a 2 ans. Alors là, il y a beaucoup de jeunes joueurs américains qui, entre guillemets, là, prennent la place de jeunes Québécois. Alors, c'est peut-être ça qu'on se dit en disant, ben là, il y a plus d'Américains qui débarquent. Si on a 2 équipes de plus, ça va faire plus de place pour les Québécois, etc. Mais ça fait très, très mal au développement du hockey mineur québécois présentement. C'est un excellent. Ça fait que les jeunes Américains peuvent débarquer comme ça. Ouais. Bon, juste en un mot, est-ce que le Canadien repêche? Pas qui le Canadien repêche. Est-ce que le Canadien repêche? Ils vont essayer de ne pas repêcher. Oui, ils vont essayer de pas. On a tout fait pour ne pas repêcher. Et ils vont essayer de ne pas repêcher. Et s'ils ne repêchent, s'ils n'y parviennent pas, et donc sont pognés pour repêcher, j'ai l'impression qu'on va travailler fort pour s'avancer. On n'est pas très satisfait du 28e rang. Surtout avec ce repêchage-là, je ne pense pas qu'il va y avoir des perles extraordinaires en fin de premier tour. Bon. Mais il n'y a rien de plus imprévisible que le développement d'un être humain. Et un gars qui choisit au 28e rang, honnêtement, on peut bien dire sur le coup, oui, non, mais dans le fond, on ne le saura pas avant. D'ailleurs, j'en profite. Mais tu sais, il y a des gars... en tout cas, moi, je fais que visionner des séquences de jeu depuis 2 jours, là, puis il y a des gars que je regarde, ce gars-là est classé top 10. Tu sais,
je trouve que c'est une drôle d'année. Je trouve que c'est une drôle Je ne d'année. veux pas dire qu'il est top 10 sur la liste des équipes. Non, mais... Oui, ça. mais effectivement. J'en profite donc pour vous dire que le balado de vendredi va être enregistré après le repêchage, donc ne sera pas disponible vendredi dans la journée. On s'est dit, on pourrait faire un balado qui sort à 5 heures et qu'on ne sait rien de ce qui se passe. Quoique, il va peut-être se passer bien des affaires. Donc, à surveiller, ce sera publié. Jack, je n'ai pas les détails, Samedi mais matin, samedi matin, ça sera j'imagine. publié samedi matin. Oui. Donc, samedi matin, le balado sera là, que l'on aura enregistré après le repêchage et après l'émission spéciale, la coutume maintenant, l'émission spéciale du repêchage présentée par Tellement Hockey sur YouTube. Ça, c'est à compter de 19h sur YouTube. Et on sera là. Ça fait quoi, 4 ans qu'on fait ça? Oui. Je parle avec Jack. Ouais. Est-ce que je veux... Ah, nous, Vous ça l'impression fait comme que- si on n'était pas là, mon Ben oui. vieux. Il y a Donc, pas à de problème. 19h sur YouTube, on sera là pour, c'est ça, regarder le repêchage et commenter au fur et à mesure. Puis, vous deux, je vous retrouve Avec qui? Kevin Breton? Ben, Kevin est là, Kevin Breton, OK. puis l'équipe n'est pas encore... et des surprises. Ah, Et des c'est ça, surprises. c'est bon. Kevin Breton. Ça, et des c'est surprises. bon, Jack! Même Kevin, je n'étais pas sûr si je pouvais l'annoncer. Là, il est obligé d'être là. Donc, je vous retrouve, vous autres, après. Est-ce qu'on fait ça avec Godini aussi? Je suis au courant de rien. Bon, donc, à 4. À 4. Exceptionnellement. Post Après premier tour. le repêchage. Oh là là, bon, hein? Ouf! Je vais essayer de maîtriser tout ça avant l'enregistrement. Marc-Antoine Godin, il n'est pas ici. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci, Martin. C'est toute une fin. Écoute. On arrive. C'est la fin de saison, c'est la On fin atterrit. d'un autre long épisode. Messieurs, ça a été un plaisir encore. Merci, Martin. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci. Fier de l'être. Ça fut un plaisir. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Et on se retrouve samedi matin ou vendredi soir en direct sur le Tube. Et oui, vous l'aurez deviné, messieurs, Darth Vader, Mike Babcock, c'est fait. Il est de retour derrière un banc de la Ligue nationale de hockey, plus précisément celui des Oilers d'Edmonton. Qu'en pensez-vous, messieurs? Évidemment, hein? Le courriel est sorti à 11h02, heure de l'Est. À 11h01, à 11h, on finissait le balado. À 11h01, Martin Leclerc et Alexandre Coupal étaient déjà sortis de l'immeuble. Donc, je vais faire ça tout seul comme un grand. Donc, c'est confirmé. Mike Babcock qui revient derrière un banc de la Ligue nationale de hockey après de nombreuses années. Combien de chances aura-t-il? Hein? C'est un peu ce que tout le monde se demandait parce que, bon, vous connaissez les histoires. Il y a eu ce qui est arrivé avec les Blue Jackets de Columbus, une certaine intrusion dans la vie privée des joueurs en leur demandant de leur montrer des photos de leur téléphone sur un écran placé dans son bureau. Il y en a plusieurs qui avaient été très mal à l'aise avec ça. Apparemment qu'il y aurait eu d'autres événements du genre avant le début du camp d'entraînement aussi, dont on n'a pas nécessairement connaissance, là, dont on n'a pas eu connaissance publiquement. Mais rappelez-vous l'histoire de Mitch Marner. Quand il était à Toronto, il lui a demandé de classer par ordre pas de dévouement, mais comment dire, d'ardeur au travail. Chacun de ses coéquipiers est allé voir celui qui était en bas de la liste en disant « Marner pense que tu es le plus fainéant de la gang, qu'est-ce que toi t'en penses? » Alors vraiment, Babcock a, on l'a su, instauré une culture parfois toxique dans les équipes qu'il dirigeait. On peut penser à la maltraitance qu'a subi Johan Franzen à l'époque avec les Red Wings de Détroit, corroboré par Chris Chelios. Bon, il y a tout ça. Alors, on pouvait se demander combien de chances il aurait, au moins une autre. La Ligue nationale avait été très surprise. Mike Babcock lui-même a probablement été surpris quand on l'a approché. J'en serais pas étonné. L'association des joueurs, le syndicat, avait été plutôt déçu. Donc, à l'époque, en 2023, avec Columbus, on avait lancé une enquête. Mais lorsque les Blue Jackets l'ont congédié, on s'est dit, on n'ira pas au bout de cette enquête-là. C'est terminé.
probablement que la carrière dans la Ligue nationale de Babcock est terminée également. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On avait jugé que non. Alors là, quand les Oilers, il y a eu la rumeur comme quoi les Oilers voulaient l'embaucher, la Ligue nationale s'est dit, on va compléter, ou l'association des joueurs a dit à la LNH, ce serait bien que vous complétiez l'enquête que vous aviez amorcée à l'époque. Ce qu'ils ont fait, on n'a pas trouvé de motif valable pour le suspendre, le bannir, l'exclure pour de bon de la LNH. Alors, il est de retour. Cela dit, à Edmonton, les joueurs ont été consultés. C'est ce qu'ont rapporté la plupart des observateurs les plus avertis. Elliot Friedman de Sportsnet a même dit que McDavid, Draisaitl et compagnie étaient allés jouer au golf avec lui. Apparemment qu'on l'aurait cuisiné un peu. Là. Je ne sais pas si c'était dans la séance sportive ou bien à un autre moment dans une autre rencontre, mais qu'on lui aurait posé des questions très directes à savoir qu'est-ce qui s'était passé à tel et tel endroit. Visiblement, on a été satisfait de la réponse. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec les Oilers à partir de maintenant. On a l'impression que c'est un peu la passe, là, c'est le « Je vous salue Marie hein, », le « Hail Mary ». Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que ça va passer ou ça va casser avec cette génération dorée des Oilers, menée évidemment par McDavid? Chris Knoblauch est un entraîneur au style complètement différent, on s'en doute. Là, il y avait une approche beaucoup plus collaborative, beaucoup plus douce. Les joueurs ont senti qu'ils avaient besoin d'un homme avec de la poigne. Est-ce la bonne personne? Darth Vader en a toujours eu. On verra bien, mais c'est ça. On a cette impression-là que soit on se rend jusqu'au bout avec Babcock, les joueurs qu'on a mis sous contrat récemment, Connor Murphy, Jason Dickinson, la profondeur qu'on avait acquise à la dernière date limite des échanges. Est-ce qu'on se rend jusqu'au bout avec McDavid, Draisaitl et Mike Babcock, ou bien est-ce que tout ça explose? Est-ce que McDavid décide d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte dans le jardin du voisin après la prochaine saison? Il y a des chroniqueurs qui pensent ça en Alberta. Ça serait un peu l'année de la dernière chance. Il reste 2 années de contrat à Connor McDavid. C'est cette prolongation qu'il a signée l'année dernière, là, cette entente, pour ajouter 2 ans à son contrat. Donc, il en reste 2 à partir du mois de septembre. Est-ce que dans 1 an, il dira « Bon, je vais aller planter ma pancarte ailleurs » et les Oilers, à ce moment-là, seront forcés de l'échanger? C'est fort possible. Ce qui est certain, c'est que ce sera pas plate. Ça va être divertissant. Ça risque d'être tout un show. Attachez votre tuque avec de la broche, parce que Mike Babcock à Edmonton, c'est fait. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.